soit la notion de démocratie. Mais ce qui est intéressant, au fond, c'est que aussi bien ceux qui se disent démocrates que ceux qui se disent républicains le font à partir, au fond, de cette sacralité de l'école. D'ailleurs, dont vous avez un signe étonnant, c'est que c'est en 86 que le mot est prononcé pour la première fois, mais c'est étonnant pour un pays laïque, qu'il faut sanctuariser l'école. Je dis, il faut en faire quelque chose à fond. Et alors, ça entraîne une conséquence, je crois, qui est extrêmement importante, c'est que dans ce processus de sanctuarisation, de sacralisation, d'identification, j'allais dire, en termes d'enjeu, entre l'enjeu républicain et l'enjeu scolaire, il y a une sorte d'entente des professionnels, mais des partis politiques, pour protéger l'école de ce qui la menace. Et ceci est extrêmement intéressant parce que ça a des conséquences à la fois sur les travaux. Finalement, les travaux dominants dans le domaine de l'école sont les travaux qui portent sur les effets sociaux de l'école, c'est-à-dire sur la capacité qu'elle peut avoir de modifier les appartenances sociales ou de les reproduire ou de les accentuer selon le cas, mais cette fonction sociale est dominante et pratiquement. Et les travaux, au fond, qui sont de l'ordre de ce qu'on appellerait les sciences d'éducation, qui portent sur qu'est-ce qu'on fait à l'école, comment on grandit, comment s'organisent des relations entre des adultes, appelés éducateurs, et des enfants, comment, quel type de contenus sont abordés, sont toutes sortes de systèmes de travaux, au fond, qui n'ont aucune prise sur les systèmes de décision. Ce matin, je crois que la première question portée sur cette opposition, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que c'est important, mais l'école a été à ce point identifiée dans la situation française. Ça n'a aucun sens de parler de l'école de la République en Grande-Bretagne, ne fût-ce que parce que c'est une monarchie, mais ce n'est pas non plus un problème en Allemagne, où l'école, vous le savez, est du statut des Länder, c'est-à-dire des régions. Et ce n'est pas du tout un problème d'État. L'État n'a rien à voir avec la question de l'école. Ce n'est pas non plus un problème qu'on retrouve dans d'autres pays européens. C'est vraiment quelque chose, au fond, qui est très lié à une historicité particulière, mais qui pose un problème, alors, que je vais décrire, c'est que du coup, cette école, puisqu'il s'agit de la protéger, il s'agit de la protéger contre tous ceux qui pourraient la réduire, qui pourraient l'encombrer, qui pourraient en quelque sorte lui interdire de parvenir aux finalités extrêmes qu'elle s'est données. Et on peut montrer au fond comment, dès la création en tout cas de l'école de la République, c'est-à-dire dès 1982, se mettent en place toutes sortes de dispositifs pour mettre ailleurs, ou pour éliminer, ou pour mettre dehors, tous ceux qui pourraient en quelque sorte faire obstacle à cette fonction majeure d'être le lieu finalement de la mutation sociale et de la transformation de la société. Dès 1982, la loi est à peine promulguée que Jules Ferry convoque le docteur Simon et lui dit, au fond, trouvez-moi un instrument qui permet de décider qui ne peut pas profiter de l'école, et par conséquent, qui va protéger l'école, en montrant au fond qu'elle est bonne pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne sont pas bons pour l'école. Et j'insiste sur ma formulation, et c'est à partir de là, en partant d'ailleurs de catégories médicales, on va définir au fond les idiots, les imbéciles, les débiles, et ça va être le Binet Simon, puisque Simon va s'adresser à Alfred Binet, et c'est à deux qu'ils vont mettre en place ceci. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que à partir de là, on va voir se mettre en place chaque fois ce que j'appelle au fond des systèmes de sous-traitance des enfants qui font difficulté, soit par des institutions particulières, soit par des acteurs particuliers. Et cette façon, j'ai envie ici de citer une formule assez jolie de Ligny, qui dit, au fond, quand on ne sait pas faire avec, on s'empresse de faire sans. Et donc, chaque fois que je me rends compte que le type de démarche, le type d'outil, le type de concept, le type de pratique
qui sont celles que l'école développe, risquent de se heurter à soit des impossibilités, soit des refus de la part des enfants auxquels on veut s'adresser, eh bien, on trouve le moyen de mettre ces enfants ailleurs, en créant effectivement des formes multiples d'éducation spécialisée, en les confiant d'ailleurs à d'autres ministères que le ministère de l'Éducation nationale, ce qui sauve l'école. Et donc, se mettre une série, au fond, de barrières qui font que cette école de tous est l'école de tous ceux qui peuvent profiter de l'école, mais pas vraiment l'école de tous. Et vous en avez un autre exemple qui est d'ailleurs tout à fait, là aussi, spécifique à la société française. C'est aujourd'hui encore la capacité qu'ont les conseils de classe de décider de l'exclusion d'élèves, et le nombre d'exclusions est tout à fait considérable, et de plus en plus considérable d'ailleurs dans certains établissements, soit des exclusions temporaires, soit des exclusions définitives, qui maintiennent la loi, puisqu'il faut la trouver à l'autre établissement, mais cette idée au fond que l'école a le droit et le devoir de se protéger contre ceux qui risquent de la troubler, est quelque chose au fond qui est vraiment constitutif de notre système. Et j'ai envie, si vous voulez, de couronner tout ça par une remarque qui est un peu hors sujet, mais qui montre au fond cette espèce d'identification, je dirais presque nationale, entre l'école et la notion de démocratie ou celle de république. Si vous interrogez un Américain, je suis depuis le XIXe siècle, sur qu'est-ce qui lui apparaît comme être le héros, le symbole de la démocratie. Le symbole de la démocratie américaine, c'est le self-made man. C'est celui qui était cireur de chaussures et qui devient empereur, chef d'un empire de presse, c'est le thème de Citizen Kane. C'est l'acteur de dernière catégorie, comme Schwarzenegger ou comme Reagan, qui devient président de la République. Mais toute la littérature américaine, d'ailleurs, au XIXe siècle, de Mark Twain, au XXe, des gens comme C.Clark Lewis ou comme Dos Passos et autres, racontent cette épopée de celui qui, parti de rien, arrive à devenir puissant, riche, reconnu. Si on voulait traduire en français sociologique correct le terme de self-made man, il n'y a qu'une traduction, c'est le parvenu. Et il est tout à fait important que le héros de la démocratie française, c'est le boursier. C'est-à-dire, c'est l'enfant de paysans pauvres qui a réussi au concours des bourses, qui grâce à cela a pu aller dans le secondaire, qui si possible a fait une grande école et qui se retrouve soit comme Pompidou, chargé d'affaires de la banque Rothschild et qui est un peu aussi président de la République, soit comme Bourdieu, héros de nos connaissances intellectuelles. Mais le boursier, en fait, est le héros de notre démocratie. Et à l'inverse, et on voit très bien dans la littérature, celui qui n'est pas légitime scolairement le paiera dans son existence. C'est le père Goriot, qui est devenu lui-même banquier, mais qui perd l'amour de ses filles. Ou cette père, lui, pauvre type, d'aller fréquenter les Nucingen. C'est la fortune de Gaspard, de la comtesse de Ségur, où là aussi le méchant, c'est le parvenu qui se permet d'être riche alors qu'il n'a pas fait d'études, qu'il n'est pas né, etc. Mais je dirais plus proche de nous, on ne comprend ni le suicide de Bérégovoy, ni le tapage fait autour de tapis, ni même peut-être certaines critiques de Sarkozy, si on ne se rend pas compte au fond qu'il s'agit de gens qui ne sont pas légitimes. Que Bérégovoy en fait se suicide comme un ouvrier qui a raté sa tâche, mais qui n'avait pas le droit de la rater en fait. Je dis des choses en fait indiscutables. Enfin, Giscard pouvait en fait recevoir quelques diamants, en fait, Bérégovoy parvenu n'a pas le droit d'emprunter de l'argent sans intérêt à quelqu'un qu'il connaît bien par ailleurs. Et ce problème, ce thème d'une légitimité qui est en train de bouger, et qui est fondé essentiellement sur le titre scolaire, en fait, à caractériser à travers, y compris des systèmes comme
Normal Sup, Polytechnique, l'ENA, en fait, toute la structuration, au fond, de la démocratie française, en fait, caractéristique. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait important par rapport à notre enjeu. C'est qu'à la fois, la France s'inscrit sous la pression d'organisations internationales, comme l'UNESCO en particulier, mais aussi, en fait, j'allais dire de manière parfaitement honnête, sincère et vertueuse, et engagée dans l'idée d'école inclusive, mais rien, je dirais, n'est plus loin de l'école à la française que justement cette idée d'inclusion de tous. D'autant plus que si on regarde un peu plus près au fond de cette école, elle est fondée finalement surtout à son terme, sur des systèmes de compétition féroce qui sont symbolisés par les concours. Et d'autre part, en fait, on peut dire au fond qu'une école, quelle qu'elle soit, finalement a deux fonctions sociales. Elle a une fonction de formation, mais elle a aussi une fonction de certification. La certification étant la garantie qu'elle offre, j'allais dire, à l'usager ou à l'employeur éventuel sur la qualité de quelqu'un. Or, cette certification, ce qui la garantit, c'est la longueur de la file d'attente. Un diplôme est d'autant plus certifiant qu'il certifie peu de gens et qu'il faut faire d'énormes efforts pour y entrer. J'ai envie de terminer là-dessus, je connais bien, vous savez que dans chaque département français, il existe à peu près une école sup de commerce en 3 ans. Dans un département que je ne citerai pas, et parmi ces écoles, certains ont un statut national. Dans un département que je ne citerai pas, une école décide, sans changer son programme, sans changer un seul enseignant, sans changer ses méthodes, mais, c'est quand même un changement, envoie ses élèves de 10e année sillonner la France pour dire partout combien cette école est bonne. D'un seul coup, cette école l'année suivante passe, mettons, de 600 candidats pour 300 places à 1200 candidats pour 300 places, pour continuer encore, et devient une école nationale. C'est-à-dire à valider en quelque sorte par la longueur des étapes. Et c'est le problème aujourd'hui des universités, qu'il faut maintenant des efforts désespérés pour créer des files d'attente, pour pouvoir entrer en compétition avec les grandes écoles ou avec les préparatoires, c'est-à-dire les lieux au fond dont on ne sait pas s'ils sont. Et c'est pour ça que je dis que ça s'ajoute à ce que dit Pamour. Il y a la question de la formation, de la qualité de la formation, mais il y a une analyse un peu cynique et méchante qu'il faut faire du fonctionnement social réel. À partir du moment où on est un lieu essentiel de valorisation sociale, il est évident au fond que c'est le fonctionnement en file d'attente qui est beaucoup plus pertinent par rapport au système de sélection et de choix et de confiance d'ailleurs qui peuvent lui être adressés par le public que les problèmes d'une formation dont finalement on ne s'occupe pas. Et je reviens encore une fois là-dessus, et ça renvoie encore à la question de tout à l'heure, il y a cette espèce de double fonction de transformation sociale, de mutation, de passage de classe, etc., d'homogénéisation de la population, de croyance que cette population peut s'homogénéiser, et puis ensuite le problème, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Qu'est-ce qu'on apprend? Et ce second aspect, il est, je ne vais pas le juger, malheureusement ni pas, il est complètement négligé, car il n'intéresse ni les médias, ni les pouvoirs publics, ni finalement le fonctionnement de l'économie mondiale. Alors, ça, je crois que c'est un premier thème que je voulais développer, parce que je crois que, vous voyez, je ne parle pas de la question de l'inclusion. J'essaie de montrer au fond pourquoi, à la fois, on fait le discours d'école inclusive, et quels sont les obstacles actuels dans le fonctionnement du système éducatif qui font qu'effectivement l'entrée dans cette école de gens dont le projet n'est, sauf pour certains dont on espère au fond pouvoir récupérer une force de travail intellectuel qui sera réinvestissable dans les phénomènes que j'ai décrits, sauf pour quelques-uns d'entre eux, effectivement l'entrée de populations qui ne vont pas s'inscrire dans ce type de compétition, qui ne s'inscrivent pas
dans cette logique sociale de ce qu'on appelle l'ascenseur social, est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus vécu comme un obstacle que comme une transformation positive. Et ce qui pose un deuxième problème, au fond, c'est que, et c'était, je crois, un des thèmes que vous avez, on ne peut pas parler d'école inclusive s'il s'agit, et je finis par ce par quoi avait commencé Thomasé ce matin, en disant on est en train de discuter, au fond, de l'accessibilité générale de toutes les écoles aux enfants. Le problème, c'est pas savoir si elles sont accessibles, mais à quoi on accède. Et si tout enfant, quel qu'il soit, au fond, quel que soit ses handicaps, y compris moteur, peut, grâce à des plans inclinés, accéder à des écoles qui elles-mêmes n'ont pas bougé, et continuent à fonctionner dans cette espèce, au fond, de modèle que je caricature peut-être, mais qui en même temps, je crois, est important. Il est évident qu'on risque de se piéger complètement, au fond, dans des illusions. Le deuxième thème, et vous voyez, ce n'est pas une conférence que je fais à la manière de Pamou, j'essaie d'évoquer. Le deuxième problème, c'est quelque chose, j'allais dire, que je vais rattacher à un personnage qui est intéressant, qui a été important, qui est le personnage de René Lenoir, au moment, au fond, de la loi sur le handicap, en 1975. Et qui, vous allez voir, pour moi, ouvre une série de remarques, de discussions, de réflexions, je crois, qui sont importantes et qui impliquent pas simplement des changements institutionnels, mais aussi peut-être des réélaborations conceptuelles. Ce que, jusqu'à enfin, la commande qui est faite à Lenoir, c'est de faire une loi programmatique sur la question du handicap, c'est-à-dire d'essayer de rassembler un certain nombre, au fond, de handicaps, dont certains correspondent à des lésions cérébrales, dont d'autres sont des problèmes sensoriels, dont d'autres sont considérés, au fond, comme d'ordre plus social et plus culturel, pour essayer, au fond, d'unifier, en fait, à la fois un système et aussi des professions qui étaient extrêmement éclatées. Et l'originalité de Lenoir, qui est énorme à son époque, et qui tient au fait qu'il est assez informé des travaux, en partie de l'école de Chicago aux États-Unis, c'est de dire, au fond, il y a sans doute des définitions du handicap, mais une des définitions du handicap tient non pas au handicap lui-même, mais tient au mode de réaction, d'acceptation, de rejet de la société. Et c'est seulement à cause de cela, au fond, qu'on peut parler de handicap socioculturel, comme on parle d'un handicap moteur ou d'un handicap sensoriel. Et il est évident, au fond, que c'est le rejet social de différences qu'on transforme en handicap par le refus de cette différence qui fait effectivement que la notion de handicap peut avoir l'acception homogénéisante qui est la sienne. Autrement dit, ce sur quoi nous oblige à travailler ce renversement, j'ai dit, pas seulement par Christophe, que c'est l'école de Chicago, en fait, aux États-Unis, au fond, qui la propose le premier, c'est de travailler beaucoup moins sur les questions que certains nous posent que sur les types de réponses que la société propose, en montrant que ces réponses sont au moins aussi constitutives du phénomène qu'on veut analyser et des conséquences de ce phénomène que les questions elles-mêmes. En un certain sens, au fond, chez l'exclusion, et le livre que Lenoir fait paraître, d'ailleurs une fois qu'il n'est plus ministre, après cette loi, s'appelle Les Exclus, c'est de montrer au fond que la seule chose qui homogénéise tous les handicaps, quels qu'ils soient, je dirais, du retard, parce qu'on était à l'étranger et qu'on est arrivé à l'école primaire, en fait, à l'âge de 10 ans, que ce soit le fait d'appartenir à une autre culture, que ce soit le fait d'avoir une lésion cérébrale grave, la seule chose qui les unifie, c'est qu'ils sont exclus les uns les autres, et que sont mis en place, au fond, des procédures dans lesquelles on imaginera, au fond, que soit le rejet complet, soit des formes spécialisées, mais qui ne s'inscrivent pas
dans un parcours et qui ne permettent pas, par conséquent, de conduire en fait à ce trajectoire scolaire de type classique. Et ce que ne montre pas Lenoir, mais qu'on peut montrer après lui, c'est que ce processus de l'exclusion, il est mis en place par le système scolaire à l'intérieur de lui-même, puisque, et c'est pour ça au fond qu'il est extrêmement intéressant de voir, y compris les concomitances temporelles. Le 75, c'est à la hausse des exclus, mais c'est aussi le collège unique qui passe à côté, dit exactement le contraire. Je dis bien passe à côté. C'est qu'on va aussi, mais en même temps, c'est l'auteur du collège unique qui est Abi, qui déclare il y a des enfants conceptuels, il y a des enfants manuels. C'est-à-dire à la fois, il crée le collège unique, et en même temps, il crée en quelque sorte l'outil d'une décision qui va être extrêmement importante, c'est-à-dire de mettre en place justement à la fin du collège de nouveaux systèmes de ségrégation à travers le fonctionnement qui va prendre la forme qui n'a pas été beaucoup modifiée depuis, sauf l'invention du lycée professionnel, enfin du bac professionnel plutôt. C'est le problème effectivement de la fonction dans l'école française, en fait, du système du passage au professionnel. Alors, j'insiste là-dessus parce que, encore une fois, les gens avec qui je travaille le plus, quand j'ai parlé du décrochage, c'est le lycée-collège de Grenoble, qui s'appelle collège-lycée élitaire pour tous, et qui part bien de cette idée qui défend l'accès de Toulousain à un bac général, pas du tout. Pour dire que ça, un bac général a une validité, mais pour dire au fond, le système français est ainsi construit qu'on n'entre pas dans le travail, on y tombe. Et c'est pas des systèmes de distillation fractionnée, c'est pas des systèmes d'échecs qu'on va passer au fond soit de la continuation des études, ou au redoublement, ou à l'enseignement technique, ou pire à l'enseignement professionnel, ou pire encore à l'enseignement par alternance. Et qu'en certains sens, au fond, on a ces voies multiples qui pourraient effectivement être considérées comme des voies multiples, deviennent des voies hiérarchisées par le fonctionnement même, au fond, encore une fois, de certains types de mécanismes d'orientation. Et donc, du coup, le problème, au fond, et c'est d'ailleurs un des signes les plus intéressants, c'est que de très loin, c'est l'enseignement professionnel qui connaît le plus le décrochage. Il y a actuellement à peu près 4 fois plus de décrocheurs en termes professionnels dans le professionnel que dans le général. Autrement dit, c'est précisément dans les voies qu'on prétend avoir mis en place pour accueillir les enfants qui avaient des difficultés que